Alors, on va parler d'un truc passionnant dans cet épisode avec toi, Pierre Blanchet. Alors, Pierre, toi, tu travailles chez Amundi et tu es responsable des solutions d'investissement pour les réseaux en France. Salut, Pierre. Salut. C'est euh, en fait du sous-jacent, enfin, ou du sous-jacent, la raison pour laquelle on investit dans une action. Moi, mon histoire des actions, c'est que la première action que j'ai achetée, alors, j'en ai pas acheté beaucoup, mais c'était très jeune, c'était à l'époque où tu achetais encore des actions en regardant dans des journaux la cote de l'action tous les jours, tu vois. Je pense que c'était dans les pages saumon du Figaro, il me semble qu'on devait avoir, Ouais. on devait avoir des pages entières des actions, voilà. Et moi, j'étais passion Eurotunnel, quoi, qui était la pire action à acheter, en l'occurrence, dans les années... et j'avais dû acheter une action Eurotunnel ou un truc comme ça, et je crois qu'on m'avait laissé faire. J'ai perdu tout l'argent que je pouvais perdre à l'époque, mais heureusement que j'en avais pas beaucoup. Ça n'a pas... Mais en fait, c'était un peu... Quand je dis passion Eurotunnel, c'est assez vrai. C'est-à-dire que c'était... passionnel presque, comme beaucoup, tu sais, tu vas rentrer dans... Alors ça a fonctionné chez certains, je pense à la FDJ, je sais pas où ça en est d'ailleurs, mais sur les années qu'on suivi, ça a bien fonctionné parce que c'est passion FDJ, mais en fait il y en a plein où tu regardes pas vraiment, quoi. Et ce qui m'intéresserait de voir avec toi, Pierre, c'est de comprendre ce qu'on doit faire avant d'acheter une action, si on va acheter une action, sachant que on sait que on dit autour de tout ça font que on sait que tout le monde sous-performe quand tu achètes des actions toi-même en tant que particulier. Tu n'es jamais aussi fort que des indices, que même peut-être souvent les fonds, en tout cas c'est ce qui se dit aussi, sont rarement aussi forts que les indices. Euh, D'ailleurs, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que c'est vrai? Alors, ça dépend des périodes en fait. Mais il y a effectivement une sous-performance des fonds dans les périodes où les indices actions ont ce qu'on appelle un momentum force, c'est-à-dire qu'en fait la tendance est assez forte. Et quand il y a beaucoup de concentration, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui sur l'indice, le fameux S&P 500, Mhm. où tu as les 7 magnifiques, 7 valeurs, qui concentrent l'essentiel en fait de la performance boursière. Et c'est C'est-à-dire vrai que que sur 500 sociétés, il y en a 7 qui font la diff. qui font le plus de la moitié de la perf. Ouais. Ah, waouh! Donc tu en as 493 qui sont tout aussi intéressantes, mais qui contribuent finalement peu Ok. au reste. Et donc dans ces cas-là, c'est vrai que un gérant qui va avoir tendance à diversifier son portefeuille, qui va essayer de ne pas justement avoir bah, toute sa performance Mhm. liée à cette valeur, mais ça peut être le cas hein, par ailleurs si tu utilises des machines hein, à qui tu files des règles identiques, et tu vas avoir un effet de sous-performance. C'est pas vrai dans d'autres configurations. Il y a plein de phases de marché où en réalité les gérants, en fonction de leur style, arrivent à protéger les actifs ou même à abattre les indices. C'est vrai que là on est dans une phase où ça a été quasiment impossible. Ouais, et puis si je dois extrapoler, en fait, c'est pareil sur les particuliers, on fait une généralité. Mais il y a aussi, j'imagine, si tu parles dans la multitude des particularités, des gens qui ont soit beaucoup de chance, soit des intuitions extraordinaires, mais qui sont depuis 4-5 ans ou 10-12 ans uniquement investis dans Google, Microsoft, Meta et Tesla au hasard, et puis en fait qu'on fait une performance où ils battent tout le monde. Ça Oui, existe. bien sûr. Mais ouais, ok. Il y a une très grosse différence en fait entre un portefeuille pour lequel tu as un objectif de diversification, Hmm. tu vas essayer de réduire la volatilité, tu vas essayer de passer à travers les cycles ou les écueils voilà, divers, le fait d'avoir un pari, c'est-à-dire une ou deux valeurs. Nous, notre travail chez Amundi, c'est de créer des portefeuilles, justement diversifiés, en essayant de bien comprendre les rotations sectorielles, l'évolution géographique, Hmm. mais pas d'être trop dépendant d'une ou d'autres valeurs. Ça, c'est justement l'inverse qu'on veut réaliser. Ouais, parce que quand tu le vois en ce moment, par exemple, de l'impact de la Chine sur le luxe, bon, on te l'explique après coup, mais moi, je ne l'avais pas prévu, ça, tu vois, forcément. Alors, comment on analyse, parce qu'il y a des paramètres enfin, multiples, quoi, une action? C'est quoi le job? Qu'est-ce que je dois regarder si je veux pas me faire retunneliser comme je l'ai fait? Alors, je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais c'est un exemple. Il y a deux choses en gros. Il y a les fondamentaux de l'entreprise. Ça, Mhm. c'est en gros quel est son business, quel est son marché, quelles sont ses contraintes, quel est en gros son avantage compétitif. C'est un peu un retour à l'école Mhm. business school, tu essaies d'étudier en fait ce que fait l'entreprise, quels sont ses produits, les produits à venir, dans quel cadre réglementaire elle se trouve. Est-ce que la réglementation peut changer? Est-ce que l'environnement, l'ESG, les différents facteurs peuvent avoir une influence? En fait, c'est une analyse fondamentale de Donc, l'activité.
Je vais sur le site internet déjà pour regarder un peu ce qui se passe. Je regarde peut-être comment on appelle ça, tous les ans ils doivent déposer Il y a un rapport un financier. rapport financier. Voilà. Il y a, je sais pas, peut-être aller voir les concurrents aussi, voir ce qu'ils font, enfin Ouais. finalement. Et Comment j'ai des infos un peu objectives? Parce que même sur le rapport financier, le site, je vais lire des journaux spécialisés, j'imagine. Oui, et puis il y a pas mal de sites qui expliquent comment fonctionne un secteur. En fait, il faut rentrer un peu dans l'intimité du secteur. Alors, ça prend un peu de temps, hein, mais c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre les tenants aboutissants, les acteurs, et puis comment finalement les choses peuvent évoluer pour être au carré sur qu'est-ce qui se passe. Et là, ça, c'est que la première partie. La deuxième partie, c'est il faut comprendre la valorisation du titre. Parce qu'en fait, tu n'achètes pas une action en l'air, tu achètes une action qui cote aujourd'hui ce prix-là, et donc qui a un certain nombre de critères financiers implicites. C'est-à-dire que le marché lui a donné un prix. Pourquoi? Parce qu'il y a une perspective de croissance, du chiffre d'affaires ou du résultat. Il faut regarder, par exemple, s'il y a une génération de cash flow pour pouvoir investir dans le futur. Pardon que je te coupe, mais ça c'est très important, c'est un truc que j'ai mis assez longtemps à comprendre. C'est qu'il y a quand même potentiellement une énorme décorrélation entre une entreprise dans laquelle tu crois et le prix de son action, quoi. C'est-à-dire que tu as des entreprises, je me dis, waouh, j'y crois très fort, je pense son avenir, et elle est déjà très 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 chère, voire beaucoup trop chère. Je peux prendre un exemple de Tesla pendant un moment. Ouais. Il y en a d'autres pour lesquels c'est l'inverse, quoi. Ouais. C'est qu'en fait, le marché, il est totalement projeté sur le futur. En fait, il parle que du futur. Et nous, on fait que regarder le passé. Déjà, quand tu as compris ça, tu as compris un truc hyper important. Extra. Tout ce que tu vas lire, ça parle du passé. Tout ce que fait le marché, c'est le futur. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est génération de cash flow, c'est important. Pourquoi? Parce que si tu as du cash qui rentre, donc on appelle cash libre, en anglais free cash flow, en fait, c'est l'excédent de valeur que tu vas pouvoir réinvestir dans le business. Bon. Et le marché, en fait, lui, il va essayer de comprendre à quelle vitesse ce free cash flow va se constituer. C'est ta trésorerie, hein? Alors la trésorerie, c'est ce dont tu as besoin aujourd'hui pour faire tourner ton activité, pour ok. payer les salaires, les fournisseurs. Le free cash flow, c'est une fois que tu as en fait, t'as ton chiffre d'affaires, tu as payé tes fournisseurs, tu as payé tout ce qu'il fallait, que tu payes pour faire fonctionner ton entreprise. C'est ce qui te reste pour investir dans le futur. Ok. C'est pour ça que c'est si important en fait pour les marchés. Et après, tu vas avoir tous les possibles, c'est-à-dire est-ce que finalement tel secteur va évoluer dans le bon sens ou pas. C'est pour ça que tu peux avoir des valorisations élevées ou faibles. Et puis après, tu as d'autres phénomènes. Tout simplement que l'entreprise est mieux positionnée. Elle a en fait des avantages compétitifs, des barrières à l'entrée fortes. Et donc, plus le temps passe, plus elle va croître dans son marché et les autres décroître. Et après, tu as d'autres paramètres. C'est que finalement, tu as des métriques financières. Tu peux avoir un bilan qui est plus ou moins équilibré. C'est une entreprise qui est très endettée dans une activité qui demande beaucoup de capital. Bah, les marchés vont être un peu réticents à donner un peu plus de capital. Je veux dire, à comprendre quand tu es un particulier, que tu n'es pas professionnel, ça commence à être compliqué. C'est un peu plus compliqué, effectivement. Il y a des activités où tu peux te permettre d'avoir beaucoup de dettes. Pourquoi? Parce que tu as beaucoup de visibilité sur l'avenir. D'autres où il ne faut pas avoir de dettes parce que tu ne pourras pas passer le cycle. Voilà. Alors, je voudrais prendre un exemple immobilier. J'imagine, dans l'absolu, tu peux avoir pas mal de dettes parce que tu as toujours un actif en face qui... Voilà. Ouais, ok. C'est un bon exemple. Ouais. Si tu es dans une activité, en revanche, qui est finalement que transactionnelle, chaque jour, tu dois créer ton chiffre d'affaires. Toi, tu es un intermédiaire, tu es pas Carrefour, par exemple, ou quelque chose comme ça. C'est pas une super bonne idée. Tu peux en avoir un peu, mais tu vois, tu as ces problématiques-là aussi. Et je reprends l'exemple de Carrefour, par exemple, peu importe, je pourrais dire Auchan ou plein d'autres. Donc, tu es dans le transactionnel, donc tu fais des marges très faibles, mais par exemple aussi, tu peux valoriser ton immobilier. Donc, c'est pas si simple, j'imagine. Il y a peut-être. Oui, alors là, on rentre dans la complexité. C'est qu'est-ce qu'il y a dans le bilan, quels sont les actifs. Voilà, en fait, on fait tout ça. C'est-à-dire que, pour revenir sur ta question, en fait, on va évaluer la valeur des actifs. Qu'est-ce qu'il y a, en fait, quand tu achètes ce droit de propriété, qui est une action. En fait, elle te donne un droit de vote et un droit sur les profits futurs. C'est ça les deux choses dont tu disposes. Et ce que tu dois évaluer, c'est est-ce qu'aujourd'hui, les profits futurs sont supérieurs à ce qui est implicitement dans le titre. C'est hyper important ce que tu as dit sur... Enfin, c'est la base d'ailleurs, mais ce que tu as dit sur le futur, et c'est la base de l'investissement. On dit toujours les performances passées ne présagent pas des performances à venir ou futures. En fait, c'est littéralement le biais qu'on va avoir. C'est que tu vas te dire souvent, waouh, cette action, elle cartonne depuis 4 ans. J'y vais, quoi. Et c'est vraiment un biais cognitif de fou. Oui, alors c'est pas forcément une mauvaise idée, parce que peut-être que ça va continuer. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. En tout cas, nous, ce qu'on fait, c'est bien comprendre les fondamentaux pour pas être surpris par des changements
et bien évaluer la valorisation. Parce qu'en fait, le problème ensuite, c'est d'arriver à faire le calcul à la fois simple et compliqué de combien elle peut progresser cette action. Si tu achètes une action, c'est parce que tu penses qu'elle va monter. Oui. Et Ou donc, qu'elle va là, te balancer des dividendes. alors, elle veut payer des dividendes, ça c'est bien, ça Ouais. te fait un flux. Mais tu n'achètes pas des actions. Les dividendes, c'est bien, mais tu achètes des actions aussi Oui, parce pour que tu penses qu'il va y avoir une capter, ouais. performance. C'est la combinaison des deux. C'est vrai qu'il y a des titres qui sont très liés en fait aux dividendes. Mais en fait, tu vas avoir un sujet de quelle est la symétrie, c'est-à-dire combien est-ce que je pense que ça peut baisser, c'est-à-dire que la valeur d'actif a été un petit peu surévaluée, et combien en fait je pense qu'elle peut monter. Bon, et là, le calcul est assez simple. Si tu penses que ça peut gagner 10%, mais tu vas perdre 10%, si tu as 50% de chance, en fait, ton espérance de gain, c'est zéro. Donc en fait, il n'y a pas assez d'asymétrie de valeur pour que tu puisses investir. Si en revanche, tu penses que tu peux gagner 20 avec une chance de perdre 10, mais dans notre exemple de 50-50, dans ce cas-là, ton espérance de gain, c'est 5. Alors, je laisse l'auditeur à faire le petit calcul de coin de table. Mais voilà, donc tu as une asymétrie positive. Et si tu fais ça sur 10, 15, 20 actions avec vraiment des chances bien calculées, ben, à la fin, tu n'es pas sûr d'être gagnant. On n'est jamais sûr, mais enfin... En tout cas, tu as quelque chose qui est basé sur une analyse un peu à la fois fondamentale et de valorisation. Donc, c'est vraiment ça c'est ça la clé en fait de décision. Il y a une place pour l'instinct dans tout ça. Je dis ça parce que, tu vois, quand je regardais je sais pas moi, par exemple, des voitures par moment, je me disais, mais en fait, leur design à ces voitures, ils sont dégueux. Enfin, tu vois, il y a eu un moment des constructeurs français, et moi, j'ai cette intime conviction qu'il y avait un lien de corrélation, c'est-à-dire qu'ils étaient quand même un peu à côté de la plaque, tu vois. Et donc, dans certains univers, certains business, moi, il y en a d'autres, c'est moins de l'instinct, c'est plus du professionnalisme. Si je te parle de... Pendant longtemps, je croyais très fort dans les valeurs tech parce que je bosse dans la tech depuis 20 ans et je pensais que Meta et Google étaient sous-cotés. Et ça, je pense que je le voyais, pas avant tout le monde, mais que je le voyais parce que j'étais vraiment dans le business. Mais il y avait une partie d'instinct. J'avais du mal à voir si vraiment c'était sous-coté. Mais en revanche, il y a des endroits où je me disais, mais les gens ne voient pas tout ça, en fait, quoi. Ouais, mais ça, en fait, ce que tu décris, c'est ce qui fait que c'est génial, en fait, les marchés. C'est justement grâce à ça. C'est parce que toi, tu as une expérience spécifique. Et alors, tu appelles ça l'instinct. On peut considérer que c'est en fait que ton esprit a concentré l'ensemble des informations dont tu disposais et tu t'es fait un jugement, en fait, Oui, qui, c'est l'instinct, finalement, t'as raison, ouais. qui peut être rationnel, juste ou pas, ça on peut en discuter ensuite, mais qui te dit, ben, en fait, je pense que ça va pas marcher. Bon. Et donc, oui, c'est vrai qu'il faut faire plein d'études pratiques, des calculs et tout ça, mais aussi, une fois que tu as fait ça, il faut aussi que tu te confrontes à la réalité. Donc, voilà, ce qui fait la difficulté du métier, hein, pour être tout à fait franc, c'est cette combinaison. Mais voilà, est-ce qu'il y a une place pour l'instinct? Certains prix Nobel te diront non, d'autres oui. Tu vois, le sujet n'est pas complètement, on va dire, traité. Nous, on est des professionnels d'investissement. Ce qu'on veut, c'est créer des portefeuilles robustes et protéger le capital des investisseurs tout en participant en fait à la croissance. Donc on va faire beaucoup de calculs, peut-être, essayer aussi de bien regarder, mais on va peut-être, c'est un sujet dont on n'a pas parlé, on va essayer d'interroger les entreprises aussi. Et là, il y a une part c'est pas de l'instinct, mais d'intuitu, de découverte. Donc tu dialogues avec, quand tu es un gros institutionnel comme Amundi, tu peux dialoguer avec la direction financière d'un grand groupe pour lui demander qu'est-ce que vous allez faire et pourquoi je devrais venir chez vous. On fait ça toute la journée. Okay. On voit des centaines d'entreprises. En fait, on fait des milliers de rendez-vous. Je vais essayer, mais je ne sais pas s'ils vont décrocher. Faut que j'achète une action, peut-être que j'aille à l'Assemblée générale, c'est ça. Comment vous déterminez le moment où vous entrez, où vous sortez? Il y a des calculs savants là-dessus ou il y a aussi un peu d'instinct? Alors, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure. Ouais. C'est qu'il faut que tu aies de la symétrie. Ok. Il faut que quand même, tu sois assez confiant sur l'analyse fondamentale, c'est-à-dire les fondamentaux de l'entreprise, le niveau de valorisation qui te paraît ne pas refléter ce que tu imagines être le futur. Ça, c'est une homogénéité de portefeuille, en fait. C'est pas que pris individuellement. Alors, oui, alors ça, c'est un problème, effectivement, un peu mathématique, mais si on reste au niveau d'une valeur, ouais. Voilà, il faut que tu aies cette asymétrie, il faut que tu penses que la valeur future est supérieure, en fait, à la valeur actuelle, que si tu veux, ton risque à la baisse est à peu près contrôlé. Donc, comment tu fais ça? Tu regardes la valeur intrinsèque et tu dis,
en réalité, elle peut difficilement perdre plus que 10, 20 ou 30%. Voilà. C'est jamais scientifique, mais c'est à peu près carré. Et ça te donne en général une espèce un petit coussin, si tu veux. Et après, bah, ton cas d'investissement, parce qu'en fait c'est ça dont on parle, tu crées un cas d'investissement et tu dis, bah, nous on pense qu'à horizon 2 ans, l'entreprise elle va valoir tant. Et donc du coup, elle va prendre une place dans une liste d'autres valeurs. Et là, c'est là où ça devient un peu plus compliqué. C'est qu'il faut choisir quelle autre valeur tu sors. Si jamais tu veux en rentrer une peut-être, ou sous-pondérer une valeur par rapport à une autre. Et ça va dépendre de l'espérance de gain que tu as sur ce titre spécifique. Et alors, j'imagine quand même que, parce que là, ça a l'air très rationnel, pragmatique, presque scientifique, que tes copains dans d'autres entreprises font, etc., ils font les mêmes calculs, mais ils n'ont pas les mêmes résultats, nécessairement, sur la pondération, ou c'est toujours quand même plus ou moins la même chose? Alors, ça dépend énormément du type de portefeuille, c'est-à-dire des contraintes qui sont fixées dans le portefeuille. Tu as des portefeuilles, par exemple, qui ont des contraintes géographiques. Ouais. Ils n'investissent qu'en Europe, ou qu'en zone euro, ou qu'en France. Tu as des portefeuilles qui sont sur des actes thématiques. Oui. Donc déjà, rien que ça, énergie, tu n'as absolument pas du tout le même portefeuille. Impact, ouais, okay. Et donc, du coup, la valeur future que tu as estimée, elle n'a pas du tout les mêmes conséquences dans le portefeuille. Si tu as un portefeuille qui n'investit que dans les valeurs de transition écologique, par exemple, toutes les valorisations vont être plutôt sensibles à un certain nombre de facteurs. Et donc, tu vas en rajouter une, en enlever une. Mais ce portefeuille-là, si tu le compares à un portefeuille d'actions classiques, on va dire, européennes, bah, il n'aura aucun rapport. Donc, en fait, tu vois, il y a un point de départ, en vérité. Ce qui est fou, c'est aussi le poids politique. On a parlé ensemble dans un autre podcast des élections américaines, mais tu peux avoir un poids politique. Là, j'y ai pensé, la petite lumière qui s'est allumée, due aux politiques qui vont pousser la transition écologique. Et donc, en fait, ils vont t'inciter à investir dans des sociétés qui, de temps en temps, vont être du coup survalorisées potentiellement. Puis si l'âge politique change, et ben, du coup, ça va redescendre. Enfin, là, on n'en a pas parlé, mais finalement, une entreprise peut être très impactée par ce genre de décision, non? Oui, alors ça, c'est un écueil, effectivement. Ouais. Mais inversement, bien comprendre la régulation, parce qu'en fait, ce que tu décris, c'est la régulation. Ouais. La régulation d'aujourd'hui et où elle va, c'est tout aussi important que de comprendre le produit qui sont vendus par l'entreprise. Donc, ça fait partie intégrante du job. Mais ça demande en revanche d'autres compétences. Puisque quelqu'un qui est très fort en analyse financière ne sera pas forcément une personne capable d'anticiper les changements réglementaires au niveau de la Commission européenne ou je ne sais quoi. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est un travail d'équipe. En fait, ça, travail d'équipe, j'allais te demander si tu faisais ça toi tous les soirs, week-end, matin, midi. Alors moi, je suis passionné, donc je peux faire ça toute la journée, mais en réalité, c'est pas efficient. Il vaut mieux en fait répartir les tâches et il y a des gens qui ont des compétences que d'autres n'ont pas. Ok. Donc si on le fait soi-même, on va dire que finalement, tu es quand même un peu plus à l'instinct, forcément, parce que soit tu es très 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 connaisseur d'un secteur, mais enfin il faut être connaisseur de politique, de choses comme ça, soit il faut absolument le faire en meute, en équipe ou avec des gens qui nous accompagnent. Ouais, ou tu peux choisir d'avoir une base de portefeuille qui est très diversifiée, où tu as en fait une exposition générale aux actions, tu vas dire. Un ETF, voilà, et puis tu choisis des valeurs qui te passionnent. Il faut faire attention parce que la passion et la bourse en général ça marche pas très bien, mais voilà, des valeurs que tu penses mieux connaître. Et voilà, et donc tu as un portefeuille qui va être un peu tilté sur certaines valeurs, mais tu vas pas prendre un risque spécifique parce qu'en fait c'est ça dont on parle. Ouais, j'aime bien cette démarche parce que en fait moi j'aime bien suivre certaines actions, tu vois, j'aime bien quand même être investi dans des choses et m'y intéresser plus que d'autres, tu vois, finalement quand tu es sur un secteur tu vois, c'est plus flou, quoi, tu vois. Super passionnant. Ok. Bon, bah pour tout ça, c'est un de vos jobs, c'est un de tes jobs. Hein. Toi, c'est ce que tu fais chez Amundi. Tu accompagnes. C'est ce qu'on fait, parce que je suis vraiment pas tout seul. Hein. J'ai bien compris. Il y a des dizaines, des centaines de personnes qui font ça pour Amundi. Ouais. Ok, qui choisissent, qui rentrent, qui sortent, comment on les propose, quelle thématique. Ok, super. Bah écoute, Pierre, on te suit, Pierre Blanchet avec un T sur LinkedIn. On peut suivre également Amundi, A-M-U-N-D-I. Merci pour ton temps. C'était passionnant. Passionnant comme Eurotunnel. Je ne suis plus actionnaire depuis bien longtemps. Merci Pierre. Merci.
Je voudrais rajouter à la fin de cet épisode qu'avec Pierre Blanchet, on a parlé de pas mal de valeurs. J'ai mis pas mal de valeurs sur la table, hein, notamment Eurotunnel, qui je sais même pas s'ils sont encore cotés, mais voilà, pour vous dire à quel point ça ne me concerne que moi déjà. On n'a pas commenté de valeurs pour vous dire d'y aller, d'investir, etc. C'est vraiment histoire d'illustrer cet épisode. On n'est pas dans du conseil en investissement, donc vous pouvez les regarder, vous pouvez y aller, vous pouvez y aller, mais c'est votre problème, c'est pas le nôtre. Donc voilà, je veux juste être très clair là-dessus.